Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct et vous pourrez également retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère et bientôt sur notre blog encore en cours de construction. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Avant toute chose, une nouvelle importante. C'est rare qu'on donne des bonnes nouvelles sur le nucléaire, mais en voilà une. Il n'y a plus aucun réacteur nucléaire en fonctionnement à ce jour au Japon. Le dernier des 54 réacteurs japonais, je précise, je rappelle qu'en France, il y en a 58, donc le dernier de ces 54 réacteurs a été arrêté samedi dernier. Pour redémarrer ces réacteurs, qui sont à l'arrêt pour la plupart pour maintenance, il faudra l'accord des élus locaux qui sont de plus en plus réticents par rapport au nucléaire devant la méfiance générale des populations et la pression des anti-nucléaires au Japon. Une moins bonne nouvelle, c'est qu'on apprend sur un des blogs qui nous donne des nouvelles de Fukushima très régulièrement, c'est-à-dire dans ce cas le Fukushima Diary, qu'au mois de janvier 2012, et c'est maintenant qu'on le sait, à peu près 14 écoles primaires, 7 lycées et 5 crèches d'une ville du département de Fukushima. On a mesuré dans ces établissements 33 millisieverts par an, c'est-à-dire 33 fois la limite acceptée, enfin considérée comme acceptable, mais ça on reviendra sur ces histoires de doses, qui est de 1 millisievert par an en France. On rappelle également qu'avec 5 millisieverts par an, les zones autour de Tchernobyl étaient évacuées. Dans les mauvaises nouvelles également, apparemment, les signaux arrivent de partout sur Internet. De plus en plus de personnes sont malades au Japon. Enfin, on a déjà parlé de ces coriums, c'est-à-dire le cœur en fusion des 3 réacteurs de Fukushima, dont personne ne sait exactement où ils sont pour le moment et quelle est exactement la composition, mais apparemment, on aurait des précisions. Et la masse totale de combustible en fusion serait d'environ 250 tonnes. Et pour rappel, à Tchernobyl, il y avait à peu près 50 à 80 tonnes, donc une masse de 3 fois plus de corium en fusion hautement radioactive. Cette émission sera largement consacré à un ouvrage qui est paru aux éditions du Bout de la Ville en avril dernier, qui a pour titre « Oublier Fukushima » et pour auteur Arkady Filin. Donc l'ouvrage est composé de 5 grands chapitres qui s'intitulent « Catastrophé », liquider, évacuer, réhabiliter et banaliser. Chaque chapitre comprend des textes et également des compilations de documents sur Tchernobyl et Fukushima. On va
avoir avec nous, dans quelques instants, si le téléphone fonctionne, un des co-auteurs de cet ouvrage. Donc, on me fera signe quand ça marche. En attendant, je peux vous parler de quelques luttes mondiales. En particulier en Inde, où il y a un très très grand mouvement pour lutter contre l'implantation d'un réacteur dans le nord-est de l'Inde. Et les gens sont en train de faire une grève de la faim illimitée. Je rappelle qu'en Inde, également, dans le sud-ouest de l'Inde, à Jaitapur, il y a en construction 6 réacteurs EPR dans une zone sismique, ce qui en fera la plus grosse centrale nucléaire dans le monde. Et ça, c'est Areva qui a emporté le marché, merci le gouvernement français. La lutte avait, l'année dernière, en avril, causé la mort d'un homme. Est-ce qu'on a Pierre en ligne? Bonjour. Alors, on a donc un des co-auteurs d'Oublier Fukushima. Bonjour d'être avec nous. Bonjour, bonjour d'être avec vous. Bonjour d'être avec vous. Ouais. Donc j'ai déjà un petit peu parlé, commencé à parler du livre. Je voulais savoir avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce titre qui est un petit peu provocateur, et puis également qui est Arkady Filin, avant qu'on rentre dans le contenu du livre. D'accord. Ouais, et puis c'est une manière d'en parler un peu aussi. Alors, Oublier Fukushima, c'était un titre qu'on pensait à l'époque un peu provocateur, à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et en fait, on s'est rendu compte, là, en portant un petit peu le livre et en allant essayer d'animer un peu des discussions autour de la sortie du livre, que Oublier Fukushima, ça n'avait plus rien de provocateur dans ce monde, malheureusement, et que c'était devenu vraiment une réalité. Et le deuxième sens de ce titre, c'était effectivement d'essayer de donner une réalité au programme des États nucléarisés, quoi. C'est-à-dire que leur but, à partir du moment où la catastrophe a commencé, parce que bon, voilà, une catastrophe qui a commencé mais qui n'est pas terminée, le vrai travail des États, le vrai travail des institutions internationales, des dites autorités de sûreté nationales et internationales, japonaises, françaises, le vrai travail qu'ils font en commun, sans forcément en permanence se taper dans le dos et aller se réunir en comité pour le définir. Mais pour autant, ils se retrouvent tous autour d'une obsession, c'est faire oublier cette catastrophe, faire oublier sa réalité sociale et rendre possible et voire même obligatoire à des gens de vivre dans des territoires contaminés, quoi. Et donc ça repose, ça ne peut reposer que sur un oubli général qui va rejoindre ce déni général qu'on a autour du nucléaire, c'est-à-dire que tout le monde partage un peu, et surtout en France, notamment dans un pays nucléarisé comme il l'est, où plus on a le nucléaire sous le nez, plus on a tendance à l'éloigner, quoi, à pas vouloir le voir. Et bon, alors ça, c'est à la fois des mécanismes individuels psychiques, et puis à la fois un vrai travail de gestion sociale de la part de gouvernements, quoi, qui ont appris à jouer à la fois sur la peur et à la fois sur le déni que provoque cette peur. Et là... Oui. Allô? On ne t'entend plus. Pardon? Tu m'entends plus? Non, on ne t'entend plus. Il faut très, très faiblement. Alors peut-être il faut que tu t'orientes différemment. Écoute, là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien de... Alors, voilà. Ah ben voilà, ça y est, on t'a récupéré. Je m'apprêtais à dire à ce sujet justement que depuis donc en mai 2012, je ne sais pas si tu étais au courant, la Commission européenne avait décidé de faire des examens alors des examens de sûreté, tout ça entre guillemets, dans les centrales européennes. Donc ils nous ont et on apprend que, alors je cite, le travail accompli depuis l'accident de Fukushima a été d'une qualité exceptionnelle, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, et que
ces audits ont permis d'identifier des domaines d'amélioration sur lesquels travailler. Donc c'est vraiment, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir, si ce n'est une catastrophe transformée en exercice, en fait. Oui. C'est un petit peu comme si l'industrie nucléaire, à chaque fois que survenait dans le monde réel un véritable accident, faisait en sorte de le transformer en simple exercice où on vérifierait en fait que tout roule, quoi. C'est la magie du nucléaire et son absolu cynisme de transformer une catastrophe toujours en cours, où des millions de gens sont contaminés, où très peu de gens sont évacués parce qu'ils n'en ont pas les moyens et parce que personne ne leur en donne les moyens. Voilà, c'est transformer ça en un exercice et encore une fois un exercice d'autosatisfaction de l'industrie nucléaire et qui va prétexter quelques contrôles en disant voilà, on fait notre petit retour d'expérience parce que voilà, c'est des obsessionnels du retour d'expérience. Et le réel devient maintenant un petit bout de leur modèle à nouveau. Et ils ont à nouveau fait disparaître le réel derrière des exercices. Et le fait que cette catastrophe était devenue un bon moyen de vérifier telle ou telle centrale, quoi. On t'entend franchement pas bien. D'accord. Donc je sais pas si on fait un petit essai. Oui, ben voilà, je sais pas. Oui, ben voilà, là, on va dire que c'est très bien. Oui, en fait... On m'entend bien et c'est à la fin qu'on m'entend plus, mais c'est normal parce que je fais des phrases trop longues. Mais voilà. Moi, je voulais juste dire un mot sur tu me demandais aussi tout à l'heure pourquoi Arkady Filin. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous dans la manière qu'on a eu d'aborder l'histoire un peu immédiate de la catastrophe de Fukushima. Ça a été nous de faire un aller-retour permanent avec l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl. Oui. En considérant que de leur côté, en fait, les experts internationaux, eux, n'ont pas arrêté de faire, c'est précisément ces retours d'expérience à Tchernobyl, et que Tchernobyl a servi de première grande expérience grandeur nature sur une catastrophe civile dans un pays plus ou moins développé, qui était la Biélorussie et l'Ukraine en 86. Et surtout, ça leur a servi à mettre en place des outils de gestion des populations et d'acceptation, voilà, de tester l'acceptabilité sociale de la catastrophe une fois que tu es condamné à vivre dans un territoire contaminé. Comment tu apprends à vivre aux gens et comment tu les forces à vivre en territoire contaminé. Donc comme tu veux pas que les forcer, il faut leur donner des outils de gestion de leur quotidien et les transformer tous en petits porteurs co-responsables de la catastrophe où au quotidien, chaque mère devrait mesurer le lait qu'elle donne à son enfant sous peine d'être responsable de la contamination de futures et des maladies futures de son gosse, quoi. Et c'est contre le cynisme et un peu l'horreur de ce retour d'expérience qu'ont fait notamment des experts français à Tchernobyl que nous, on essaye de se placer aussi dans la continuité de Tchernobyl en disant on va pas leur laisser à eux seuls l'histoire de cette histoire-là, on va expliquer comment nous on la regarde cette histoire, comment pour nous toute leur bonne conscience ne fera jamais disparaître l'horreur de ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui, et comment nous en allant décortiquer précisément et essayer de comprendre les outils qu'ils ont mis en place à ce moment-là en Russie sur 20 ans, parce que ils ont galéré, ils ont mis un peu plus de temps à réussir à le faire et à le faire accepter à tout le monde, comment les outils qu'ils ont mis en place là-bas, ils s'en servent pour faire ce qu'ils ont fait en 20 ans en Ukraine, le faire en à peine un an à Fukushima. Voilà. Et bon, pour bien marquer cet aller-retour, donc là je clôt cette histoire d'auteur du livre, pour bien marquer ce nom, on a pris un nom, on est trois à avoir coécrit le livre, et on a pris un nom commun, ensemble on a pris un nom d'auteur, qui est le nom d'un des 800 000 liquidateurs de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, donc c'est un hommage à ce liquidateur, c'est un hommage à tous les liquidateurs qui ont fait ça, et pas pour en faire des héros et des martyrs, mais pour dire simplement qu'on est dans leur situation, en fait, et pour expliquer qu'on partage leur sort, que nous, on n'est pas encore en train de se décomposer parce qu'on n'a pas encore été contaminé à haute dose par la catastrophe, mais qu'elle est latente, qu'elle est partout, et que ces gens-là, on a essayé de les faire disparaître de l'histoire officielle, en leur filant vaguement une médaille, en les faisant crever sur des paillasses, et c'est ce qui passera demain au Japon. Donc pour
pour que le Japon ait une histoire au futur et pour que le peuple japonais arrive à se saisir un peu de cette histoire-là, et que nous, aussi, là où on arrive à le faire, il faut faire ce travail d'aller-retour avec Tchernobyl, quoi. C'est cette histoire-là qui peut nous donner un peu des armes aujourd'hui pour pas être écrasé par la nouvelle catastrophe en cours à Fukushima et par la catastrophe qui a lieu tous les jours dans les centrales françaises, quoi. Voilà. Donc c'est ça, Arcadie-Pline, c'est tout ça, en fait. D'accord. Et oui. On a appris d'ailleurs là récemment qu'il y a eu un accident dont personne n'a parlé dans la centrale de Cruas, où il y a eu un problème de refroidissement à la piscine d'un réacteur. Bon, enfin, ça fait partie. On sait très bien que les nucléocrates appellent ça des incidents. Nous, on sait très bien que ce sont des signes avant-coureurs de ce qui ne manquera pas de nous arriver si on continue dans cette voie. Alors, il y a cinq sujets que vous abordez, catastrophés. Je cite, partout sur la planète, ce tragique mélange de catastrophes industrielles, d'éléments déchaînés de gestion sociale et maquillés en catastrophes naturelles. Alors ça, c'est vraiment typiquement ce qui s'est passé à Fukushima. Hein. On nous a expliqué que c'était un problème de tsunami, en fait. Voilà, c'est ça. Disons que la première réponse, par rapport un petit peu à la réponse qui avait été faite après Tchernobyl par les autorités internationales, ça avait été le déni pur, oui, qui a duré longtemps, quoi. Là, en gros, il ne s'est rien passé, Là, ça a été un petit peu différent. Ça a été une avalanche de chiffres. Et puis, quand il a fallu donner un petit peu un sens à ces chiffres pour sortir de ce brouillard, là, tout le monde s'est à peu près retrouvé, enfin quand je dis tout le monde, hein, c'est bien sûr du côté du manche, hein, c'est du côté des gens qui sont dans le PC de commande des centrales, en gros, à la tête de l'État ou de l'industrie nucléaire, qui sont mis d'accord sur une version qui met pas en cause l'industrie elle-même. C'est-à-dire que si la catastrophe nucléaire a lieu, c'est exclusivement parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle d'une ampleur jusque-là inégalée. Oui. Et au sein de la catastrophe naturelle, il faut choisir celle parce qu'il y a eu tsunami et il y a eu séisme. Donc des séismes et des centrales sur des zones sismiques, il y en a partout dans le monde. Rien qu'en France, voilà, on va pas parler, mais enfin celle dont Marseille est directement apportée, par exemple, sont situées sur des zones sismiques. Donc évidemment, il ne faut pas non plus trop exagérer cette histoire de séisme. Donc on met en scène le tsunami et on dit voilà, c'est la vague géante, c'est la puissance de cette catastrophe naturelle qui n'a pas lieu partout, de fait. Hein. Il n'y a pas de tsunami possible partout. C'était les fameuses phrases de Sarko, de Besson, de Nathalie Cussus-Morizet, etc. Et tout. Enfin, c'est de café du commerce de l'analyse de la situation tragique qui était en train de se passer, qui disait voilà, c'est un peu différent ce qui se passe. C'est un tsunami, évidemment, un tsunami n'arrivera pas partout. Donc c'est cette version-là. Bon, on sait aujourd'hui, évidemment, que c'est même pas le tsunami qui a fait ça. Alors bien sûr qu'il a été d'une ampleur inégalée, mais c'est pas lui, et que le tremblement de terre a suffi lui-même à faire péter le système de secours, enfin le système de refroidissement. Et enfin, si les systèmes de refroidissement pètent, c'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre, c'est parce qu'il y a des systèmes de refroidissement, et c'est parce qu'il y a une centrale. Il n'y aurait pas de centrale, il pourrait y avoir un tremblement de terre à ce moment-là sans catastrophe nucléaire. Donc on peut le prendre aussi exactement à l'inverse, hein, leur histoire. Et c'est pour ça qu'on parle de mélange, quoi. Voilà, de subtil mélange qui finit par faire disparaître le caractère industriel et humain, voilà, et social de cette catastrophe, et pas naturel. Voilà. Donc, ça, toujours à la fois, on nous explique en même temps que l'accident grave pourra arriver, mais en même temps on nous explique que ça peut pas arriver en France. Enfin, il y a toujours cette espèce de double discours où on nous dit ça peut arriver, mais vous inquiétez pas, en même temps on le gérera parce que nous on est plus intelligents, on est plus malins que les Japonais, et les Russes. Hein. C'est toujours voilà. Et surtout pour qu'on n'aille pas nous mettre le nez dedans pour savoir ce qui se passe et pour qu'on oublie justement. Il y a aussi un chapitre sur liquider, et vous dites une catastrophe nucléaire ne se liquide pas. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas sous le liquide, en l'occurrence de la flotte, mais avec quelques centaines de produits chimiques dedans pour essayer d'éteindre un peu le feu nucléaire ou de refroidir l'intérieur des réacteurs. Mais la catastrophe ne se liquide pas. Pareil, là,
c'est les Russes qui inventent le mot de liquidation, l'idée de liquidation après 86. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où on gère la catastrophe, on est en train d'essayer de la calmer, puis il y a un moment, ça y est, on l'a liquidé. L'idée de la liquidation, c'est très pratique, ça permet de donner une fin à la catastrophe. C'est ça l'essentiel de ce mot-là. On liquide, on supprime, on fait disparaître. Voilà, et on oublie la contamination des sols, de l'air, de l'eau, de la nourriture. Non seulement on oublie tout ça, et puis et on camoufle avec ça le fait que, par exemple, là, les cœurs en fusion, enfin, ce qui a été des cœurs de réacteurs à une époque en fusion, qui constituent un espèce de magma radioactif, continue de s'enfoncer dans le sol à l'heure actuelle. La contamination continue de s'échapper. L'eau qui a été utilisée pour essayer de faire baisser la température continue de s'infiltrer partout dans le sol japonais, de se déverser dans la mer. Toute la chaîne alimentaire est contaminée. Et voilà, des millions de gens vivent dans un territoire contaminé. Donc, il n'y a pas de liquidation. Mais c'est un peu c'est l'étape obligatoire, quoi. Ils ont compris avec Tchernobyl que la liquidation, ils l'avaient mise en scène sur un peu trop de temps. Voilà. C'était un peu trop long. Avant d'entamer la phase qu'ils avaient appelée la réhabilitation, qui est cette période, fameuse période où on enlève 15 cm à la couche de couche du sol sur l'équivalent de centaines de milliers de kilomètres carrés, ce qui évidemment n'a pas pour effet de décontaminer les sols, mais de déplacer la contamination. Oui. Mais donc en gros, l'idée, c'est pour eux, c'est ça ce qu'on essaie d'expliquer dans le bouquin, et c'est un peu ça l'objet de chacun des chapitres, c'est de montrer qu'ils ont construit un calendrier de la gestion sociale, en fait. Voilà. Et un agenda. Et ils savent que dans telle période, il faut utiliser ce terme-là et qualifier la période de liquidation. Puis, qualifier la période de réhabilitation. Entre-temps, on aura géré l'évacuation. Et puis enfin, on peut revenir à la période de banalisation pure où tout est redevenu absolument normal. C'est un peu, c'est le calendrier qu'ils ont construit et qui, notamment grâce à Tchernobyl ou à cause de Tchernobyl, et c'est le calendrier qui, là, ils ont appliqué très très vite et très efficacement, contrairement un peu à l'idée générale, quoi, qu'on a eu, qu'on pouvait se faire à distance de la gestion de cette catastrophe. On se disait, c'est le bordel, ils sont dépassés. Oui, ils sont dépassés techniquement, parce que personne ne peut gérer ça, techniquement. C'est juste ce que ça dit. Bien sûr, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire face à une catastrophe nucléaire, à part partir le plus loin possible, et encore en espérant pas être attrapé trop vite par les radionucléides. Mais la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est la mise en scène de la gestion, le discours, et accompagner tout ça de pseudo-solutions techniques ou de pseudo-solutions purement administratives pour les gens qui sont contraints de continuer à vivre en zone contaminée. Ouais, voilà. Parce que justement, il y a un chapitre sur l'évacuation et pour moi, c'est effectivement, on contraint les gens à rester. Comme on leur donne pas d'informations, on leur explique pas les conséquences de la contamination, on leur donne pas les moyens financiers évidemment pour partir. Donc on a des populations sous contrainte. Enfin, là, vraiment, c'est terrible. On a remonté les seuils. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais dire, c'est une contrainte qui est d'autant plus vicieuse que c'est même pas une contrainte armée ou militarisée, quoi. Voilà, c'est même pas... on parle de pistolet sur la tempe, mais il est très symbolique, le pistolet sur la tempe. En fait, on dit à des gens, restez là pour le moment, restez là pour le moment, restez là pour le moment, restez là. Et puis, on vous donnera des doses plus tard, on vous dira ce qui se passe plus tard. Donc, les gens attendent, savent pas quoi faire. La contamination, elle est invisible. Donc, tu restes là. Par rapport à un tsunami qui a ravagé une partie du pays avant, effectivement, si t'as pas construit un rapport nucléaire, si tu sais pas ce que c'est réellement que cette histoire-là, tu peux assez vite te reconvaincre que... c'est la même chose, en fait. En fait, ça va, c'est la même chose, rien n'a changé. En fait, si, tout a changé, mais tu ne le vois pas. Voilà. Et c'est le caractère le plus horrible de cette histoire-là. Donc les gens restent sur le territoire. L'État fait mine d'en évacuer au début, enfin déclare en évacuer. En fait, dans les faits, il évacue très très peu de monde, c'est-à-dire moins d'une centaine de milliers de personnes. Et c'est même pas lui qui les évacue, c'est les gens qui s'évacuent quand ils peuvent le faire, ou quand ils ont les moyens, quand ils ont une bagnole, quand ils ont les moyens d'abandonner leur vie du jour au lendemain, sans être sûr qu'ils seront indemnisés pour ça. Voilà, sans être sûr qu'il y aura quelque chose qui viendra racheter un peu
cet arrachement brutal, quoi. Et en se disant, bon, donc il y a des gens qui le font, de même, des gens qui ne le font pas, des gens qui le font provisoirement, c'est-à-dire qui s'en vont pendant quelques jours, puis qui reviennent très vite dans ces territoires-là. Voilà. Et tout ce qui s'organise au niveau de l'État pendant ce temps-là, c'est simplement le fait que de créer, voilà, comme tu disais, des zones avec des taux de contamination qui soient à peu près acceptables. Voilà, donc là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de... C'est là-dessus, évidemment, que tout se joue. Et pour convaincre les gens qu'on a bien fait de les laisser là et qu'ils peuvent continuer à rester. Voilà, c'est à peu près ce truc-là. Ce qui fait que, encore plus qu'à Tchernobyl, parce que c'est une région où il y a un peu plus, qui est beaucoup plus peuplée, il y a, voilà, sur les 40 millions de personnes minimum que l'État japonais aurait dû évacuer si l'État se souciait de sa population, mais ce qui est évidemment pas le cas, hein, parce qu'intrinsèquement, un État peut pas se nier, c'est ce qu'on écrit un petit peu là, au point de un État qui reconnaîtrait qu'il faut évacuer 40 millions de ses concitoyens. C'est un État qui dirait, bon, bah, je suis en échec. C'est manifeste, hein. Et puis l'industrie nucléaire est une grosse connerie qu'on est incapable de gérer. Voilà, ça. Il peut pas reconnaître ça. Donc, pour ne pas reconnaître ça, il dit, j'évacue très très peu de gens, parce qu'en fait, j'ai aucune raison de les évacuer, parce qu'en fait, les seuils sont raisonnables. Voilà. Et en fait, il part de ce qu'il ne peut pas faire pour justifier ce qu'il a de toute façon, ce qu'il est obligé de faire. Tout en relevant les seuils soi-disant déjà acceptables, mais en plus on joue là-dessus, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin on en a déjà parlé ici, de 1 millisievert à 20 pour les nourrissons, pour les hommes, pour les femmes enceintes. Enfin, c'est une gestion... bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas de gestion possible d'une catastrophe nucléaire. Ça, nous, on le sait, même si on veut nous le faire croire. En fait, il n'y a pas de... Moi, je dirais qu'il n'y a pas... juste pour être un dernier mot, c'est juste pour dire... Pour moi, il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de solution possible, mais il y a une gestion, en fait. Parce que ce qu'ils font, c'est nous gérer. Précisément, c'est nous gérer comme du bétail. Voilà. C'est une... Tu vois, c'est juste pour dire qu'ils nous gèrent, quoi. Ils nous gèrent comme des... Comme on gère une quantité de légumes qu'on a dans un bac à légumes. Ou comme oui, et puis on nous trie aussi, enfin, oui. Voilà. Et on nous trie, et voilà, et on gère. On gère. En fait, ils gèrent. C'est une forme de gestion. C'est horriblement cynique, mais on est d'accord, oui. Voilà, et en fait, pour finir, je voudrais revenir à quelque chose que vous notez dans une question de votre introduction. Pourquoi l'évidente nécessité d'en finir avec le nucléaire ne nous saisit-elle pas aux tripes ? Ça, c'est une question qu'on pose. Hein. Oui. c'est celle-là qu'on pose. Oui, on a des pistes. Hein. On a des pistes qu'on a tous quand on regarde un peu cette histoire nucléaire. Il y a, dans notre pays, en tout cas, il y a 50 ans d'histoire d'État, et de militaire et de nucléaire imbriqués où... Évidemment, il n'a jamais été question de se poser la question de l'existence de ces centrales ou de ces bombes. Donc, il y a une habitude, on va dire. Ça, c'est le niveau plus bas. Ensuite, il y a le fait que peut-être que l'énergie nucléaire soit quelque chose qui dépasse simplement une question énergétique et que c'est tellement une histoire de puissance qu'elle est tellement écrasante qu'on a tellement pris l'habitude de l'éloigner très très loin. Donc, il y a un déni qu'on a tous intégré. Et puis, il y a la manière dont ce déni est, comme on le racontait là juste avant, longuement, comment il est utilisé, fabriqué, alimenté en permanence par des gestionnaires de nos vies, quoi. Voilà, et comment ils fabriquent cette mise à distance. Et enfin, il y a un autre élément, c'est que le mouvement antinucléaire a échoué d'une certaine manière à une période, pas partout. Il y a des tas de gens qui, très sincèrement, ont continué à se battre contre le nucléaire comme un tout et comme une question sociale, pas simplement comme une question énergétique. Mais le mouvement antinucléaire en lui-même, quelque part, il a été droit dans un mur en se réduisant à la question, en faisant une question environnementale, purement écologique et purement et qu'on pourrait gérer mieux, de manière comme si on gérait une centrale thermique ou comme si on gérait un parc éolien, quoi. En fait, et à force de laisser la question nucléaire sur ce terrain-là, qui va être saisi aux tripes, en fait? Qui va être saisi aux tripes? On sera juste tous on est juste, et c'est vrai que ça a produit vachement ça.
On est juste transformé en petit ingénieur, petit expert de l'énergie, et où on en serait à compter les morts ou à compter le coût de telle énergie en les comparant les unes aux autres comme si elles étaient comparables, quoi. Voilà. Et à force de ça, ben, on a fini par par oublier. Par oublier, et puis plus pouvoir être saisi au trip par ça, quoi. Alors que oui, ça passe par ça. Oui, ça passe par ça. Il y a des choses qui, au bout d'un moment, se démontrent pas tant que ça. On en parlait l'autre jour, là, un peu, mais qui se résonnent assez peu au bout d'un moment, en disant, oui, quelle vie c'est d'être tous à portée de main d'une centrale en France. Quelle vie c'est de devoir compter tous les jours la quantité de contamination que tu vas ingérer avec chacun de tes aliments. On va rajouter cette dimension-là à tout le réel, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Est-ce qu'on n'est pas déjà suffisamment contraint par suffisamment de choses qui nous écrasent en permanence pour qu'en plus, chacun de nos gestes puisse nous tuer un peu plus et qu'on participe nous-mêmes à notre mort en bouffant tous les jours au Japon ou en Biélorussie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon. Oui, quand on dit pourquoi ça saisit pas au trip. Voilà, pourquoi ça parle pas à tout le monde. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du un peu tripal, quoi. Ouais. À la fois de la désinformation généralisée depuis des années, de la propagande, et puis du déni, effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. En tout cas, ici, à Radio Galère et dans la demi-heure radioactive, on n'oubliera pas Fukushima et on fera tout pour le dire et le redire. Pour sortir des tripes, ouais. Comment ? Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que vous n'êtes pas parti pour vous le sortir des tripes. C'est pas mal, quoi. Bon. Ça va. Okay. Merci à toi. Et puis, voilà. À bientôt. Et donc, on recommande à tout le monde la lecture de Oublier Fukushima, paru aux éditions du bout de la ville. Voilà. Parce qu'on est toujours à portée d'une ville ou à portée d'une centrale. Soit nucléaire, oui. Voilà. Bon, merci à toi, en tout cas. Au revoir, toi aussi. Ciao. Donc, eh bien, il nous reste à nous donner rendez-vous le 22 mai. Et si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail collectif-antinucléaire13 @orange.fr. Merci à Sidi d'être venu ce jour et pour nous aider en technique et à très bientôt. Et nous ne lâcherons rien.